Merci. Nous sommes là encore une fois de plus. Cette fois-ci, ce n'est pas avec Organ, ni Ecodev, ni comptabilité, mais nous avons préféré prendre maintenant la fiscalité et la législation sociale du travail, ou soit le droit du travail. Alors, je crois que nous avons 5 questions présentement, 3 questions concernant la fiscalité et 2 questions de la législation. Je crois que nous allons ajouter d'autres questions à la prochaine. Pour aujourd'hui, nous allons d'abord évoluer avec 5 questions. Et je pense, n'oubliez pas aussi qu'il y aura finances publiques, n'oubliez pas aussi qu'il y aura l'informatique. C'est un peu ça alors. Donc, nous avons notre temps. On commence par la lecture de la question, comme d'habitude. On dit identifier l'assiette de l'impôt mobilier. Donc ici, on parle de l'impôt mobilier. Je crois, lorsqu'on parle de l'assiette ici, n'est-ce pas, on voit ici l'élément sur lesquels, soit parce que n'oubliez pas que nous avons pas la fois passée de la matière imposable, l'élément sur lesquels, n'est-ce pas, porte l'impôt, l'élément sur lesquels l'impôt est frappé. Alors la quantité de la matière imposable est appelée donc l'assiette de l'impôt. Ne l'oubliez pas, nous avons parlé de ça la fois passée. Alors ici, on nous dit identifier l'assiette de l'impôt mobilier. Alors on sait que l'impôt mobilier, n'est-ce pas, frappe les capitaux mobiliers. Et quand on parle des capitaux mobiliers, n'est-ce pas, on voit les actions ainsi que les obligations. Plutôt, ne frappe pas les capitaux mobiliers, mais frappe les revenus des capitaux mobiliers. Donc, c'est là. Donc l'impôt mobilier, n'est-ce pas, frappe les revenus des capitaux mobiliers. Donc retenez comme ça. Il ne frappe pas les capitaux mobiliers, mais cet impôt frappe les revenus des capitaux mobiliers. Donc soignons là-dessus. Alors on dit, les revenus, n'est-ce pas, donc les capitaux mobiliers, nous voyons les actions ainsi que les obligations d'une manière générale. Alors les revenus des obligations, ce sont donc les intérêts. Et les revenus des actions, ce sont les dividendes. Donc, quand on parle de l'impôt mobilier, n'est-ce pas, c'est un impôt qui frappe sur les revenus des capitaux mobiliers. Entre autres, ce sont les dividendes ainsi que les intérêts. Parce que les obligations produisent les intérêts et les dividendes, plutôt, les actions produisent les dividendes. Donc, lorsqu'on parle des revenus, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de l'impôt mobilier, donc comprenez que c'est un impôt qui frappe sur les revenus des capitaux mobiliers, entre autres, les dividendes ainsi que les intérêts. Alors on peut répondre directement à la question, on dit identifier l'assiette de l'impôt mobilier, je crois que c'est la question numéro 2, on dit les dividendes et les intérêts des capitaux. Alors je crois qu'on peut répondre ça rapidement. La question numéro 1, assertion 2. Noircissons là-bas. Ok, entamons directement la deuxième question. On indiquait le principe de l'impôt selon lequel ces derniers qui frappent le contribuable doit être certain et non arbitraire. Et je crois ici on parle, n'est-ce pas, des principes de l'impôt. D'une manière générale, n'est-ce pas, nous avons 3 principes de l'impôt. Nous avons le rendement, nous avons l'égalité, on a aussi l'interventionnisme. Alors dans le rendement, n'est-ce pas, le but du rendement est de rapporter le plus d'argent possible à l'État. Ça c'est le rendement. Alors dans le rendement, n'est-ce pas, il y a aussi les caractères, n'est-ce pas, qui font plutôt les caractères du principe des rendements, parmi lesquels nous avons l'universalité par exemple, on a l'invisibilité par exemple, on a la modération du taux, on a l'absence de la fraude, on a aussi la stabilité, ainsi de suite. Alors, nous pouvons commencer par d'abord analyser les assertions qu'on nous a proposées. La première, c'est l'invisibilité. L'invisibilité suppose que, n'est-ce pas, l'impôt doit être le plus rentable que le contribuable ne le remarque pas. Alors, il ne s'agit pas de ça ici. On dit, la deuxième, c'est la modération du taux. On dit, au-delà d'un certain taux, l'impôt devient confiscatoire. Ce qui pousse, n'est-ce pas, plutôt à l'exploitant, soit de réduire son activité, soit à des femmes de cacher la matière imposable, à des femmes de réduire sa matière imposable, soit de la cacher. Alors, on parle aussi de la stabilité. On dit ici, l'impôt, n'est-ce pas, doit rapporter le même revenu que nous sommes dans la période de crise ou que nous sommes, n'est-ce pas, dans une conjoncture plutôt de crise, soit dans la prospérité. L'impôt doit rapporter, n'est-ce pas, les mêmes revenus. Alors on dit aussi l'universalité, ici l'impôt doit être payé par tous et sur toute la matière imposable. On dit la certitude, ici on dit l'impôt, n'est-ce pas, doit être certain, l'impôt non est frappé le contribuable doit être certain et non arbitraire. Donc ici, on doit expliquer, plutôt on dit l'impôt doit être, n'est-ce pas, certain et non arbitraire. Alors, si on peut répondre directement à la question, on dit indiquer le principe de l'impôt selon lequel qui frappe le contribuable doit être certain et non arbitraire, donc c'est la certitude. Alors, la question numéro 2, assertion 5.
2, assertion 5. Nous répondons ici. Ok, notamment directement la question numéro 3. On dit l'entité d'M a réalisé au cours plutôt, a réalisé au mois de février les opérations suivantes. On dit achat des matériels, achat des marchandises plutôt, achat des marchandises 320 000 francs, réparation et entretien d'équipement 70 000 francs, vente des marchandises 1 200 000 francs. On dit acquisition d'un camion, n'est-ce pas, d'un camion, n'est-ce pas, des transports pour le personnel, c'est 600 000 francs. Alors, on dit la TVA nette à verser au fisc, je peux tourner comme ça, au fisc au plus tard, les 15 du mois prochain et 2. Donc ici, il est question, n'est-ce pas, de trouver la TVA due. La TVA due, n'est-ce pas, la TVA qu'il faut, n'est-ce pas, verser à l'État. N'oubliez pas qu'il ne sont pas des cas de... Il y a TVA due et puis il y a la TVA due, n'est-ce pas, et aussi, il y en a la TVA due, c'est lorsqu'on remarque que la TVA facturée est supérieure, n'est-ce pas, à la TVA récupérable. Alors, il y a aussi le crédit TVA. Ça, c'est le contraire. C'est lorsque la TVA récupérable soit déductible et cette fois-ci supérieure à la TVA facturée. N'est-ce pas? Là, on parle du crédit TVA. Donc, TVA due et crédit. Mais dans ces cas ici, nous sommes dans les cas de la TVA due et non pas du crédit TVA. Alors, nous pouvons essayer d'analyser. Alors, commençons par prélever d'abord les données. Je crois ici, on nous a donné, on nous a donné l'achat des marchandises. C'est une opération qui doit être frappée par la TVA récupérable. Vous n'oubliez pas que la TVA n'est pas de 16%. Je peux commencer à travailler, je peux commencer par ici. Je peux me le faire à partir d'ici. Tu vois, il y a un peu de la plage, je peux effacer ici. Puis je travaille au-dessus. Ok, je crois que par ici ça va. Alors, nous devons d'abord prélever, n'est-ce pas, les achats, n'est-ce pas, les achats qui vont faire ainsi qu'il y ait la TVA récupérable. Donc, quand l'entreprise achète, n'est-ce pas, qu'elle soit des marchandises, soit des services, elle doit payer une TVA qu'elle doit récupérer. La TVA récupérable soit déductible. Alors, nous avons l'achat des marchandises. Achat des marchandises, c'est une opération qui doit être frappée par la TVA, mais une TVA que l'on doit récupérer, c'est 320 000 francs. 320 000 francs. Nous avons aussi quoi? La réparation, entretien d'équipement, 70 000 francs. Nous avons la réparation, ça a pris 70 000 francs. Il y a aussi quoi? Nous avons aussi la vente des marchandises. Ça, c'est une personne qui est frappée. Ça, c'est la TVA facturée, n'est-ce pas? Donc, l'entreprise va facturer la TVA. Après avoir facturé, elle va d'abord récupérer sa TVA qu'elle avait déjà payée. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Puis, le reste là est à payer TVA due ou TVA nette à verser au fisc. Alors, parce que lorsque l'entreprise fait des achats, n'est-ce pas, elle paye aussi la TVA. Une TVA qu'elle doit faire ou qu'elle doit récupérer, elle paye d'abord la TVA d'avance, et puis lorsqu'elle va facturer, lorsqu'elle va aussi vendre, elle est obligée d'abord de récupérer sa TVA qu'elle avait déjà versée au prix de l'État, et elle doit verser le reste, soit le dû à l'État. Alors, je crois, nous allons prendre, d'abord, je prends du côté, n'est-ce pas, des achats ainsi que des services dont l'entreprise est bénéficiaire. Nous avons entretien d'équipement, 70 000 francs. La vente de marchandises, non. Ici, l'entreprise a facturé. Acquisition d'un camion pour le transport du personnel. N'est-ce pas? Acquisition du camion, c'est combien? 600 000 francs. Alors, si nous allons faire la sommation, je crois ici, nous avons, n'est-ce pas, 390 000. Ça va nous donner, n'est-ce pas, 990 000 francs. 990 000 francs, les totales, n'est-ce pas, des achats ainsi que des services bénéficiés par l'entreprise. Alors, nous allons du côté maintenant de la vente. La vente, je crois, c'est 1 200 000 francs. Nous avons la vente, nous avons 1 200 000 francs. Alors, il nous faut d'abord trouver ici la TVA facturée, donc la TVA récupérable d'abord. La TVA récupérable. La TVA récupérable, on sait que la TVA est de 16%. Nous allons prendre 990 000, on prend les achats, n'est-ce pas? Les achats de marchandises et des services, multipliés par 16, divisé par 100. Puis si premier on simplifie, ça va nous donner que nous restons avec 9 900 fois 16. Nous frappons directement la machine, on peut frapper la machine rapidement. 9 900 multiplié par 16 fois 16, ça nous donne 158
400 francs. Là, c'est la TVA récupérable. La TVA, appelée aussi la TVA déductible. Alors, nous prenons aussi le deuxième cas, c'est le cas des ventes. La vente de marchandises, là, nous aurons la TVA facturée. Vente, nous allons prendre 1 200 000, n'est-ce pas plutôt? Je parle de la TVA facturée, pas la vente. La TVA facturée, je pense que vous me suivez bien. TVA facturée. Nous allons prendre 1 200 000 francs fois 16 divisé par 100. Ça va, on simplifie encore. Nous restons avec 12 000. 12 000, on prend, n'est-ce pas? 12 000 fois 16. Ça va nous donner 190 000 francs. 190 000 francs, c'est la TVA facturée. Alors, l'entreprise, n'est-ce pas, a facturé la TVA de 190 000. Elle, d'abord, avait payé en avance une TVA de 158 400 francs. D'où elle doit, n'est-ce pas, d'abord, dans ce qu'elle a facturé ici, récupérer sa TVA qu'elle avait déjà. On appelle ça TVA récupérable. Elle doit d'abord récupérer ça. Le reste sera versé pour les comptes de l'État. Alors, ici, on peut dire la TVA nette ou la TVA due est donnée par TVA due est donnée par la TVA facturée moins TVA déductible ou soit récupérable. Alors, si nous remplaçons, nous aurons 190 000 moins 158 400. Ça va nous donner combien? Si nous prenons 190 000 moins 158 400, ça nous donne 33 600 francs. Ça, c'est la TVA nette, soit la TVA due. N'oubliez pas qu'il y a aussi ce qu'on appelle le crédit TVA. Là, c'est le cas où, n'est-ce pas, la TVA récupérable est supérieure à la TVA facturée. Et à ce moment-là, rien ne sera payé au 31 parce que c'est l'État, donc c'est l'État qui vous doit. Et comme l'État ne retourne pas l'argent, il faut qu'on a déjà payé au fisc. Vous allez attendre d'autres opérations, d'autres mois pour pouvoir, un autre mois pour pouvoir, sauf le mois suivant pour pouvoir récupérer votre TVA que vous avez payé en avance. Alors, je crois ici c'est l'assertion, la réponse est l'assertion 2. On peut répondre directement. Question numéro 3, assertion 2. 3, assertion 2. Nous noircissons là. Donc, assertion 2. Alors, pouvons directement entamer la question numéro 4. On nous dit un cadre d'une entité de la ville engagée à durée indéterminée et dont le gain horaire est de 4 000 francs, dont le gain horaire, donc par heure, on dit son appointement sera augmenté de 166 400 francs après une ancienneté de. Je pense que là, vous voyez, c'est très clair. Ici, nous sommes déjà en législation, bien sûr. Nous sommes sur la rémunération. N'oubliez pas, on dit que la rémunération, n'est-ce pas, de tout travailleur augmente, n'est-ce pas, d'1% après une année. Après chaque an, n'est-ce pas, la rémunération augmente d'1%. Après une année, elle augmente d'1%. Alors, je crois, je pense bien que vous avez déjà noté ici, je peux effacer et puis continuer soit à travailler la question numéro 4. Alors, si il y a d'abord de la place en dessous, je peux travailler ici, par là, en attendant que vous puissiez aussi voir bien la question numéro 3 que nous avons répondu. Alors, on nous dit bien, on a donné, je peux d'abord commencer par prélever les données. On dit un cadre dont le gain horaire, le salaire horaire. Le salaire horaire est de combien? Nous sommes à la question numéro 4. Le salaire horaire est de 4 000 francs. 4 000 francs congolais. On dit son appointement sera augmenté de 16. Ici, c'est dit à l'augmentation. L'appointement sera augmenté de 166 400 francs après une ancienneté de. Ouais, n'est-ce pas? On dit son salaire, n'est-ce pas, sera augmenté de ce montant ici après une ancienneté de. On a proposé des assertions, 12 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans et puis 24 ans. Alors, nous pouvons ici trouver d'abord la rémunération, sur le salaire mensuel. Je suis travailleur, à partir du salaire horaire, on peut trouver le salaire, peut-être la rémunération mensuelle. N'oubliez pas qu'ici nous allons appliquer, n'est-ce pas, les principes, soit plutôt les règles, les règles bien sûr de l'ancien code du travail qui nous dit, si nous sommes précis, si nous vérifions bien, il n'y a aucune précision qui montre que c'est une entreprise qui travaille selon la semaine anglaise. Automatiquement, nous allons prendre ça à la semaine non anglaise. C'est la première des choses. C'est pour dire que nous allons travailler avec 8 heures, n'est-ce pas, des services. Ça, c'est souvent l'ancien code du travail parce que le nouveau code du travail définit 9 heures
9 heures par jour, mais l'ancien code définit 8 heures par jour selon la semaine non anglaise. Alors, je crois nous allons appliquer la règle plutôt de l'ancien code. Je ne sais pas si nous allons appliquer le nouveau code. Je ne crois pas que nous allons trouver la réponse parce que c'est ça. Avec ce genre de questions, on continue encore à les poser suivant l'ancien code de travail. Alors, nous allons prendre, pour trouver le salaire mensuel, nous allons d'abord trouver le salaire journalier, bien sûr. On sait que nous sommes chez le non anglais. Le salaire mensuel sera égal à, nous allons prendre ce salaire horaire, multiplié par le nombre d'heures par jour, c'est 8 heures, n'est-ce pas? 8 heures, c'est 8 heures bien sûr. Multiplié aussi, à partir d'ici nous avons le salaire journalier, multiplié par le nombre de jours, n'est-ce pas, chez les non anglais, c'est 26 jours par mois. 26 jours par mois, donc on prend 30 jours, moins 4 dimanches, on reste avec 26 parce qu'il travaille du lundi jusqu'au samedi, à 8 heures, à raison de 8 heures par jour. Ce qui est différent, n'est-ce pas, avec ceux qui travaillent la semaine anglaise, ils travaillent 5 jours, mais à raison de 9 heures par jour. Donc, ils s'arrêtent le vendredi. Ils travaillent du lundi au vendredi, c'est la semaine anglaise. Non anglais, c'est du lundi au samedi à 8 heures par jour. Alors, on peut directement remplacer par sa valeur. Ici, je pense que nous aurons 4000, qui est le salaire horaire, multiplié par 8, multiplié par 26. Ça va nous donner combien? Frappez votre machine rapidement et trouvons la réponse. Nous avons 4000. 4000 multiplié par 8, multiplié aussi par 26, ça nous donne 832 000. Ça, c'est son salaire mensuel. Et c'est qu'il touche, n'est-ce pas, par mois, le salaire mensuel. Alors, après avoir trouvé le salaire mensuel, on dit, sa rémunération va augmenter de 166 400 francs après l'ancienneté. Alors ici, c'est déjà l'augmentation. 166 400 francs après l'ancienneté. Donc ici, vous comprenez que ça, c'est l'augmentation déjà de sa rémunération. Alors, or, on sait que la rémunération augmente d'1% après chaque année. Comme nous avons déjà la rémunération ici, on peut, n'est-ce pas, trouver le 1%. L'augmentation, on dit que la rémunération augmente d'1% après chaque année. Alors, on peut directement trouver cette augmentation-là. Nous avons augmentation est égal à 1%, n'est-ce pas, après chaque année. On peut trouver ces 1%. On va prendre 832 000 fois 1 divisé par 100. Donc, on peut directement simplifier. Ça va nous donner combien? Et donc ici, nous avons 8320 francs. C'est ça, n'est-ce pas, l'augmentation après chaque année. Après chaque année, n'est-ce pas, la rémunération doit augmenter de 320 000 francs. Or, ici, on nous montre que la rémunération est déjà au niveau de combien? Elle est déjà au niveau de 166 400 francs. Je crois que j'enlève un peu ça pour pouvoir travailler. 100, n'est-ce pas, 66 400 francs. On sait qu'une année est égale, je peux dire, 8320 est égal à une année. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, 166 400 francs est égal à combien d'années? C'est la question. Là, nous sommes déjà devant la proportion. Je pense qu'on peut tirer 8320 sur 166 400 est égal à 1 sur x. Ici, on va faire produit de moyenne que le projet des extrêmes. Donc, ceci va nous donner, n'est-ce pas, 8320x qui est égal à 166 400. X sera donné par 166 400, n'est-ce pas, divisé par 8320. Ça nous donne combien? On va frapper votre machine rapidement. Nous prenons 166 400 divisé donc par 8320. Ça va nous donner 20. Nous avons 20. Nous avons 20. Ok, c'est ça. Nous avons 20 ans. Donc la réponse c'est l'assertion 3. Assertion 3, 20 ans. On peut prendre la question numéro 4, question numéro 4 bien sûr. Assertion 3. Noircissons là. Ok, je crois que sans plus tarder, nous passons directement à la question numéro 5, qui est donc la dernière. Parce qu'on peut effacer ici. J'enlève ça.
Mais c'est parti, je laisse la question numéro 4, ça peut aussi vous permettre de bien la visualiser. Alors, je crois, nous pouvons directement passer à la question numéro 5. On dit quoi? Monsieur Charon, aide comptable à Western Union, touche 10 200 francs par jour. Il meurt et laisse une veuve et des enfants. On dit, sachant que la rente viagère globale payée à la famille restreinte est de 170 380 francs. On dit, le nombre d'enfants ayant droit correspond à, je crois ici nous sommes sur la réparation, n'est-ce pas, des risques professionnels. N'oubliez pas que nous sommes dans le cadre des services couverts par la CNSS, bien sûr. Et parmi ces services, nous avons les allocations familiales, nous avons les risques professionnels et aussi les risques non professionnels. Alors, nous sommes sur les risques professionnels ici. Je crois, là-bas, on distingue un peu plusieurs cas. On distingue un peu le cas d'accident, plutôt les cas d'incapacité temporaire, cas d'incapacité permanente. Je crois, il y a aussi le cas d'accident mortel. Je crois, avant que l'on puisse, n'est-ce pas, parler de ces cas-là, on parle aussi des risques professionnels, on parle des accidents de trajet, accidents de travail et aussi maladies professionnelles. Et je crois, pour les réparations, n'est-ce pas, il y a le cas, n'est-ce pas, d'incapacité temporaire, comment est-ce qu'on peut réparer ça? Les cas d'incapacité permanente, comment est-ce qu'on peut réparer aussi ça? Il y a aussi les cas d'accident, n'est-ce pas, d'accident mortel. C'est un peu ça. Ici, nous sommes sur le cas d'accident. Comment est-ce qu'on répare le cas d'accident mortel? N'est-ce pas, nous sommes précisément dans les risques professionnels, les services couverts par la CNSS. Alors, en cas d'accident mortel, n'est-ce pas, on dit que la veuve va toucher ce qu'on appelle la rente viagère, donc pour toute sa famille. Cette rente viagère est de 20% de la rémunération de son mari. Et les enfants, n'est-ce pas, vont toucher 15% des rentes viagères aussi, et c'est là par enfant. Donc, les 15% de la rémunération de leur père toujours, et c'est là par enfant. Alors, si nous pouvons, mais on nous dit que la famille a une rente viagère de combien? De 170 380. Alors, je crois que si nous voulons prélever les données, n'est-ce pas, on a donné donc la rémunération, le salaire journalier. Donné, nous sommes à la question numéro 5, bien sûr. On a donné le salaire journalier de 10 200 francs. 10 200 francs, on dit par jour, il meurt et laisse une veuve et des enfants. Alors, on dit la rente viagère de la globale, n'est-ce pas, de la famille, la rente viagère de la famille, rente viagère de la famille ou la rente viagère totale est de 170 380. Alors, je crois, l'inconnu, ce qu'on recherche, c'est le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants. C'est très simple. Alors, je crois pour que l'on puisse parvenir à trouver cette rente viagère totale, on a fait donc la rente viagère. Nous sommes sur formule plus solution, bien sûr. Formule et solution. Alors, pour trouver la rente viagère totale, on a pris rente viagère totale, n'est-ce pas? On a pris donc la rente viagère de la veuve plus la rente viagère des enfants. Ça nous donne, n'est-ce pas, la rente viagère totale. Donc, c'est à partir d'ici, nous allons, n'est-ce pas, raisonner pour parvenir à trouver la bonne réponse. Alors, avant d'y arriver, commencez par trouver le salaire mensuel. Alors, comme nous avons le salaire journalier, nous voyons bien clair que non, il n'y a aucune précision qui montre que c'est une entreprise qui travaille selon la semaine anglaise. Donc, automatiquement, c'est l'entreprise travaillant à la semaine non anglaise. Alors, nous prenons le mois à 26 jours. Le salaire mensuel sera de 10 200, n'est-ce pas, que le salaire journalier multiplié par 26. Ça nous donne combien? 10 200 fois 26, il y en a rapidement. 10 200 fois 26, ça nous donne, n'est-ce pas, 265 200 francs. Ok, nous avons 265 200 francs. Ça, c'est le salaire mensuel. Le salaire mensuel est là. Après l'avoir trouvé, on sait que la rente viagère d'abord de la femme représente combien? Représente 20%. On sait rente viagère de la femme, la rente viagère de la veuve, bien sûr. Rente viagère de la veuve est égale à 20% de cette rémunération. Alors, je pense qu'on peut facilement faire l'effort pour aller retrouver cette rente viagère-là. On sait que rente viagère est égale à salaire mensuel multiplié par 20 divisé par 100. Alors, comme nous avons déjà le salaire mensuel, on peut facilement remplacer, trouver la rente viagère. Alors, nous aurons 265 200 multiplié par 20 divisé par 100. On peut simplifier. Nous allons rester avec 2000, n'est-ce pas? Nous restons 2600
2652 multiplié par 20. Ça va me donner 53 040 francs. Donc ça c'est la rente viagère de la veuve. Alors si nous remplaçons là-bas, je crois que nous aurons la rente viagère des enfants. Comme nous avons la rente viagère totale ou la rente viagère de la famille, on peut remplacer, n'est-ce pas, chaque élément par sa valeur et puis nous restons avec une seule inconnue qui est donc la rente viagère des enfants. Alors s'il faut d'abord tirer ça, on peut dire la rente viagère de la veuve plus la rente viagère des enfants, ça nous donne la rente viagère totale. Là, on a appliqué la permutation. Je l'ai MVP ça pour pouvoir répondre facilement. On a appliqué la permutation. Et donc, s'il faut maintenant trouver la rente viagère des enfants, la rente viagère des enfants est égale à rente viagère totale moins rente viagère de la veuve. Alors, si nous allons appliquer la formule, puis nous allons remplacer chaque élément par sa valeur, la rente viagère totale est de 172 380 moins la rente viagère de la veuve qui est de 53 040. 53 040, ça va nous donner combien? Frappez votre machine rapidement et puis nous trouvons la réponse. Alors, nous allons prendre 172 000, n'est-ce pas? 172 380. 172 380 moins 53 040. Ça me donne donc 119 340 francs. Ça, c'est la rente viagère des enfants. Alors, on sait que cette rente viagère des enfants représente, n'est-ce pas, 15%. On dit que ça représente les 15%. Donc, rente viagère des enfants est égale à la rémunération, le salaire mensuel, 15%, n'est-ce pas? Rémunération messieurs multipliée par 15 divisé par 100. Je crois, comme nous avons la rémunération, nous avons la rente viagère, n'est-ce pas, de ces enfants. Je pense que vous comprenez bien. Nous avons la rémunération, on a la rente viagère, mais ici, c'est la rente viagère par enfant. Si vous voyez bien, rente viagère par enfant. La rente viagère par enfant. Mais or, ce que nous avons ici, c'est la rente viagère totale. Alors, d'où, pour trouver la rente viagère par enfant, on prend cette rente viagère, n'est-ce pas? Plutôt, pour trouver la rente viagère globale de tous les enfants, messieurs, on prend la rente viagère, n'est-ce pas, par enfant, multipliée par le nombre d'enfants. Donc, à partir d'ici, on prend ici multiplié par le nombre d'enfants, qui est donc X. Je crois que vous voyez bien clair. On prend la rente viagère par enfant, on multiplie par le nombre d'enfants, n'est-ce pas? On trouve la rente viagère totale. Je crois à partir d'ici, si nous allons appliquer d'abord, je pense que nous aurons rente viagère des enfants est égale à rémunération. Nous aurons rémunération, n'est-ce pas? On peut remplacer directement. Je crois que nous avons la rémunération qui est de combien? La rémunération que nous venons de trouver est de, je crois que c'est quelque part, nous avons trouvé, ok, c'est 265 200 fois 15, n'est-ce pas? Sur 100, n'est-ce pas, fois X. Je crois que si nous pouvons aussi remplacer cette rente viagère. Parce que ça, c'est... Alors, à partir d'ici, nous appelons ça la rente viagère, n'est-ce pas, de tous les enfants. Ici, c'était rente viagère par enfant. Donc, si on enlève X, c'est rente viagère par enfant. Mais si on ajoute fois X, donc fois nombre d'enfants, là, c'est la rente viagère de tous les enfants. C'est la rente que nous avons ici. La rente viagère de tous les enfants. Alors, si nous pouvons remplacer cette rente viagère, n'est-ce pas, de tous les enfants, par sa valeur, je pense que nous restons avec le nombre d'enfants qui est X et que nous allons facilement retrouver. Alors si nous y allons, nous aurons à trouver, n'est-ce pas, je peux travailler ça à partir de là, je peux travailler ça à partir d'ici. Ok, nous y allons rapidement. Nous aurons, nous remplaçons ici par sa valeur, n'est-ce pas? Parce que ça représente, si nous avons déjà multiplié par X, donc ça représente la rente viagère totale. Si nous allons X ici, ça représente la rente viagère par enfant. Alors, nous pouvons y aller rapidement. On remplace celui-ci par sa valeur. Celle que nous avons ici, comme on parle de la rente viagère de toute la famille, donc c'est la rente viagère de tous les enfants ici. Alors, nous aurons remplacé, nous aurons 119 340, n'est-ce pas, est égal à 200, là on peut directement appliquer, est égal à 265 200, n'est-ce pas, fois 15, on peut directement faire monter ça, fois X, divisé par 100. Si on peut simplifier, ok, nous restons avec 119 340, ce qui est égal à 2652 fois 15 fois X. Alors, je crois ici, si nous allons d'abord calculer ici, nous avons 2652
1852 fois 15 fois x, ça me donne donc, nous aurons 119 340 est égal à 39 780x. Si nous allons faire la permutation, donc c'est 39 780x est égal à 119 340. X est donné par 119 340 divisé par 39 780. Alors, nous pouvons frapper la machine. 119 340 divisé par 39 780. Ça me donne donc 3. Donc, ici, donc le nombre d'enfants, n'est-ce pas, d'enfants, c'est 3 enfants. 3 enfants. Alors, la réponse c'est l'assertion in. Numéro 5, assertion 1. Assertion in plutôt. Numéro 5, assertion in. Je crois avec ceci, nous avons donc fini, n'est-ce pas, à répondre aux 5 questions que nous avions proposées concernant la fiscalité et la législation. Portez-vous bien. À la prochaine occasion, nous aurons, n'est-ce pas, à ajouter encore d'autres questions plus complexes aussi, n'est-ce pas, pour votre bien. Je crois, n'oubliez pas, on va aussi ajouter des cours comme informatique, finances publiques, correspondance commerciale française et anglaise, et ainsi que d'autres cours. Merci.